Dans une séquence vidéo précédente, nous avons étudié le cas des tableaux de taille fixe en Java. Nous avons vu que pour ces tableaux, une fois la taille fixée au moment de l'initialisation du tableau, il n'est plus possible de la modifier lorsque le programme s'exécute. Nous allons aujourd'hui étudier les tableaux dynamiques qui nous affranchiront de cette contrainte. Les tableaux dynamiques ont donc la particularité de pouvoir voir leur taille croître ou décroître pendant que le programme s'exécute. Leur utilisation nécessite en réalité un certain nombre de concepts liés à l'orienté objet. Cependant, tout comme pour les chaînes de caractères, il n'est pas nécessaire d'avoir une connaissance préalable de ces concepts pour pouvoir utiliser les fonctionnalités requises au préalable. Donc nous avons choisi de les présenter très tôt dans le cadre de ce cours parce que les tableaux dynamiques sont d'une utilisation très naturelle pour la résolution de nombreux problèmes qui ne sont pas forcément liés à l'orienté objet. Comme pour les tableaux statiques, les tableaux dynamiques sont une collection de données homogènes. Pour pouvoir les utiliser, on a recours à un type particulier prédéfini en Java qui s'appelle ArrayList. Ce type n'est pas défini par défaut. Il faut, pour pouvoir l'utiliser dans un fichier, inclure au début du fichier une directive d'importation qui va rendre accessible le type ArrayList. On peut déclarer en Java une variable de type ArrayList en ayant recours à la syntaxe suivante. Donc on met le nom de la variable et en guise de type, il faudra mettre le mot réservé ArrayList suivi des deux symboles ouvrant et fermant inférieur et supérieur et entre ces deux symboles, le type des données que l'on veut mettre dans le tableau. Notez que le type doit impérativement être un type évolué. Voici un exemple concret. Ici, on est en train de déclarer une variable nommée tableau. Le type de cette variable est un tableau dynamique de chaîne de caractères. Vous noterez que la variable ainsi déclarée n'est pas initialisée. On ne lui affecte pas de valeur initiale. Comment faire pour initialiser un tableau dynamique? Une façon courante d'initialiser un tableau dynamique est de l'initialiser au moyen d'un tableau vide, un tableau sans aucun élément. Ceci se fait par la tournure suivante. Donc, à la variable associée au tableau, nous allons affecter un tableau vide qui est créé par la tournure suivante. Donc, une tournure à respecter exactement sous cette forme-là. Le mot réservé new, le mot réservé ArrayList. Ici, il faudra mettre exactement le même type que celui qu'on a mis au moment de la déclaration du tableau et suivi des deux parenthèses à ne pas oublier. Donc ici, nous avons recours en fait à une tournure liée à l'orienté objet, mais il n'est pas nécessaire d'en comprendre les tenants et aboutissants pour pouvoir l'employer. Donc simplement ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'au moyen de cette instruction, vous avez construit un tableau dynamique sans aucun élément. Ici, vous avez un exemple concret de déclaration initialisation d'un tableau dynamique de chaîne de caractères. Et la variable tableau contient la référence à un tableau dynamique de chaîne de caractères sans aucun élément. Et puisque ce tableau ainsi déclaré ne contient aucun élément, nous allons naturellement nous poser la question de comment effectivement mettre des valeurs dans ce tableau. Comme pour les chaînes de caractères, il existe un certain nombre de fonctionnalités de méthodes spécifiques liées au type ArrayList. Pour pouvoir utiliser ces fonctionnalités, il faut recourir à une syntaxe particulière, nom du tableau, suivi du point, suivi du nom de la méthode de la fonctionnalité, et ensuite on doit indiquer entre parenthèses les données dont a besoin la fonctionnalité, la méthode, pour pouvoir s'exécuter. Donc vous avez ici un exemple concret. Je déclare un tableau dynamique de chaîne de caractères qui s'appelle prénom et j'initialise ce tableau au moyen d'un tableau vide. Ensuite, j'ai recours à une fonctionnalité particulière définie pour les ArrayList qui s'appelle size. Cette fonctionnalité retourne simplement la taille courante du tableau dynamique. Et j'ai eu recours à la syntaxe que je viens d'évoquer, à savoir le nom du tableau, suivi de points, suivi du nom de la fonctionnalité. Size n'a besoin d'aucune information extérieure pour pouvoir fournir la taille du tableau et donc je dois mettre une liste de parenthèses vides. Évidemment, l'exécution de cette instruction va afficher 0 puisque j'ai initialisé mon tableau au moyen d'un tableau vide. Et voici maintenant une liste non exhaustive de quelques fonctionnalités typiques associées au tableau. Nous venons juste de parler de la méthode size qui permet de connaître la taille d'un tableau et qui le retourne sous la forme d'un entier. Il existe d'autres méthodes comme get et set que je vais employer exactement selon le même principe, à savoir nom du tableau, point suivi du nom de la fonctionnalité. Et je constate que ici, contrairement à la méthode size, eh bien, j'ai besoin de fournir une donnée à la méthode get ou des données à la méthode set pour que celle-ci puisse fonctionner. Les méthodes get et set sont l'équivalent du mécanisme d'indexation pour les tableaux statiques. Pour un tableau statique timbre,
Si je souhaite accéder à l'élément d'indice i, j'utilise l'indexation. Ce mécanisme n'existe pas pour les tableaux dynamiques. À la place, il faut avoir recours à des méthodes telles que get ou set. Pour un tableau dynamique, si je veux accéder à l'élément d'indice i, j'utiliserai cette notation plutôt que celle-ci. De même, si je veux modifier un tableau statique, je vais utiliser cette notation. Donc, si je veux modifier la im case d'un tableau statique, je vais utiliser cette notation. Ceci n'existe pas pour les tableaux dynamiques. Il faudra, à la place, avoir recours à ce type de notation. Donc, nom du tableau, .set. J'indique entre parenthèses l'indice de la case dont je veux modifier le contenu et la valeur correspondante. Donc, cette notation n'existe pas non plus pour les tableaux dynamiques. Les restrictions sur les bornes de l'indice restent cependant les mêmes que pour un tableau de taille fixe, à savoir l'indice varie entre 0 et taille du tableau moins 1. Taille du tableau moins 1 s'écrit pour un tableau dynamique, comme ceci par exemple. Donc, comme pour les tableaux de taille fixe, toute tentative d'accès avec un indice qui serait en dehors de ces bornes va se traduire par une erreur à l'exécution du programme. Il est possible de tester si un tableau dynamique est vide en utilisant la fonctionnalité isEmpty. C'est une fonctionnalité qui n'a pas besoin de données pour pouvoir fonctionner. Donc, elle va nous retourner une valeur de type booléenne, true ou false, dépendamment du fait que le tableau contienne des valeurs ou pas. Donc, la valeur retournée sera true si le tableau ne contient aucune valeur et false dans le cas contraire. La méthode clear a pour vocation de vider un tableau dynamique, ce qui veut dire qu'elle en supprime tous les éléments et le transforme en un tableau vide. Si on imagine par exemple qu'à un moment donné, j'ai dans un programme un tableau dynamique qui est dans cet état de remplissage, donc on imagine qu'il s'agit d'un tableau d'entier appelé tab. Si j'invoque la fonctionnalité isEmpty sur ce tableau, eh bien il est clair que le résultat sera le booléen false puisque le tableau n'est pas vide. Maintenant, je peux appliquer ma fonctionnalité .clear par exemple, qui aura pour vocation de supprimer tous les éléments et de le transformer en un tableau vide. Il n'y a plus aucun élément à l'intérieur. Donc si à nouveau j'appelle ma fonctionnalité isEmpty, cette fois-ci, le résultat sera bien évidemment true puisque le tableau est désormais vide. La méthode remove permet de supprimer l'élément d'indice i dans un tableau dynamique. Donc si on imagine par exemple qu'à un moment donné, nous ayons un tableau dynamique d'entier à 3 cases qui ait cette allure particulière, les indices varient entre 0 et taille moins 1, ce qui nous donne ceci. Supposons que le tableau s'appelle tab. Si maintenant j'appelle la fonctionnalité size sur ce tableau, le retour sera 3 puisque mon tableau contient 3 cases. Si maintenant j'appelle la méthode remove en lui passant pour indice 1, c'est cet élément qui doit être supprimé. Donc tous les éléments qui viennent à la suite de cet élément vont être décalés vers la gauche et au final, je vais aboutir à un tableau à 2 cases. Et si j'applique ma fonctionnalité tab.size, le retour sera évidemment 2. On voit ici que pour un tableau dynamique, la taille peut effectivement varier en cours d'exécution au gré des appels à des méthodes de cette nature-là. L'indice de l'élément que l'on veut supprimer doit bien évidemment exister dans le tableau au moment où on invoque la fonctionnalité remove. Supposons par exemple qu'au lieu de faire un tab.remove de 1, j'essaye de faire un tab.remove de 4, eh bien ceci se traduira par une erreur à l'exécution du programme. S'il est possible de supprimer les éléments d'un tableau dynamique, il est bien évidemment aussi possible d'ajouter des valeurs dans un tel tableau. Pour ceci, on va utiliser la méthode add et il faudra lui fournir la valeur que l'on souhaite ajouter au tableau. La valeur sera systématiquement ajoutée à la fin du tableau. Donc prenons un petit exemple concret, comme tout à l'heure, d'un tableau d'entier. Donc ici, tab.size retourne évidemment 3. J'ajoute à mon tableau la valeur 8 en utilisant la méthode add. Donc le résultat sera un tableau avec une case supplémentaire, et cette case est à la fin, donc j'aurai ceci dans tab, et évidemment, tab.size me retourne cette fois 4. On voit que mon tableau a grandi d'une case. Voici maintenant un exemple avec quelques manipulations de base que l'on peut classiquement faire sur un tableau dynamique. Donc nous avons vu que pour pouvoir utiliser le type ArrayList, il était nécessaire de commencer le fichier par une directive d'importation qui aura pour vocation de rendre accessible le type list dans le programme. Je peux désormais utiliser le type ArrayList pour déclarer une variable. Ici, je suis en train de déclarer une variable de type
tableau dynamique de chaîne de caractères. Nous avons également vu que pour initialiser le tableau à un tableau vide, il faut utiliser ce genre de tournure. Donc, à la fin de l'exécution de cette instruction, J'obtiens dans liste la référence à un tableau dynamique vide. j'exécute ensuite l'instruction suivante. Donc, j'appelle la méthode add qui me permet d'ajouter un élément particulier, donc ici la chaîne de caractère 1 en fin de tableau dynamique. Comme le tableau est vide ici, ça ne fait pas beaucoup de différence, donc je vais avoir au final un tableau dynamique liste qui a cette allure. J'exécute l'instruction suivante qui ajoute une chaîne de caractères, la chaîne de caractère 2 en fin de tableau. Donc ici, je vais obtenir le contenu suivant. Si je veux faire afficher le contenu de mon tableau dynamique à ce stade, j'utilise une boucle for. Donc nous avons vu que nous pouvions utiliser par exemple une boucle for itérant sur un ensemble de valeurs. Ici, ma boucle for va prendre en séquence chacun des éléments de la liste et les imprimer en les séparant par un espace. Donc ici, l'affichage obtenu au terme de l'exécution de cette instruction va être la chaîne 1 séparée par un espace de la chaîne 2 qui vont s'afficher de cette manière à l'écran. Si je souhaite accéder à la IM-case d'un tableau dynamique, soit pour consulter son contenu, soit pour le modifier, je devrais utiliser les méthodes get et set. Donc si j'exécute cette instruction, sachant qu'à ce stade, le remplissage du tableau est celui-ci, eh bien, je vais utiliser la méthode get qui va accéder à l'élément d'indice 1 dans le tableau. Cet élément d'indice 1 est la chaîne de caractères 2. Et à ce moment-là, je vais afficher la chaîne de caractères 2. Lorsque j'exécute l'instruction suivante, je vais modifier l'élément qui se trouve à l'indice 0 pour faire en sorte que sa nouvelle valeur soit désormais la chaîne de caractères premier. Donc mon tableau qui avait à l'origine cette allure-là va désormais ressembler à ceci après l'exécution de cette instruction. L'élément d'indice 0, qui était 1, a désormais été changé en premier. Dans tous les exemples de tableaux dynamiques montrés jusqu'ici, le contenu était de type chaîne de caractères. C'était évidemment un choix délibéré qui répondait à la contrainte que le contenu d'un tableau dynamique en Java doit systématiquement être de type évolué. Il peut cependant se trouver que l'on ait besoin de travailler avec des tableaux dynamiques d'entiers, de doubles. Comment procéder? Ce qu'il suffit de savoir à ce stade, c'est que Java offre pour chaque type de base un type évolué correspondant. Par exemple, pour le type int, vous disposez du type integer avec un grand I qui est équivalent et qui est de type évolué. De même, pour le type double, vous allez avoir un équivalent double avec un grand D, et ceci est évidemment valable pour chaque type de base. Ces types évolués d'un genre particulier s'avèrent particulièrement utiles dans certains contextes, typiquement pour les ArrayList. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons vu que dans un ArrayList, il n'était possible de stocker que des valeurs de type évolué. Je ne peux ainsi jamais déclarer dans un programme Java un ArrayList de double avec un petit d ou un ArrayList de int. Par contre, je peux tout à fait déclarer un ArrayList de integer. Une fois la déclaration du tableau faite, en respectant la contrainte que le contenu est de type évolué, je peux ensuite tout à fait mettre des valeurs de type élémentaire dans mon tableau pour une raison très simple, c'est que la conversion de type de base en type évolué peut alors se faire automatiquement. Ce n'était pas le cas dans les premières versions de Java, mais c'est désormais comme ça que cela fonctionne et je peux ainsi travailler avec des tableaux dynamiques d'entier ou double en étant presque affranchi de la contrainte de l'utilisation des types évolués. Voyons ça maintenant sur un exemple concret. Nous souhaitons ici écrire un petit programme qui remplit un tableau dynamique d'entiers au moyen de nombres strictement positifs. On suppose que les valeurs vont être demandées à l'utilisateur. Et nous souhaitons également adhérer à un certain nombre de conventions. Si l'utilisateur introduit la valeur 0, ce sera pour nous la convention que l'on souhaite recommencer le remplissage depuis le début. Et si l'utilisateur introduit un nombre négatif, ce sera pour nous la convention que l'on souhaite effacer le dernier élément introduit dans le tableau. Le déroulement du programme pourrait avoir l'allure suivante. Donc on va demander à l'utilisateur de saisir 3 valeurs strictement positives et on va lui demander chacune de ces valeurs en séquence. Ici, on lui demande d'introduire la valeur d'indice 0 et on suppose qu'il a introduit 5. Cette valeur étant strictement positive, on va la stocker dans le tableau. On lui demande ensuite la seconde valeur, celle d'indice 1. Cette valeur est strictement positive, on va l'introduire à nouveau dans le tableau.
Ensuite, on lui demande d'introduire la dernière valeur, la valeur d'indice 2, mais il se trouve que l'utilisateur entre un 0, ce qui pour nous correspond à cette convention, recommencer depuis le début, ce qui veut dire qu'à ce stade, on veut faire en sorte que le tableau se vide à nouveau. Donc, puisque le tableau s'est vidé, la prochaine valeur qu'on va demander à l'utilisateur est de nouveau la valeur d'indice 0. Ici, l'utilisateur introduit un 7, et nous allons donc avoir ce tableau. Il introduit ensuite un 2, nous allons avoir ce tableau. Et ensuite, il introduit pour la dernière valeur de nouveau une valeur négative, ce qui correspond pour nous à la seconde convention, celle d'effacer le dernier élément. Le dernier élément introduit est le 2, donc nous souhaitons faire en sorte que désormais le tableau soit ceci. Et c'est pourquoi, à la prochaine étape, on va effectivement redemander à l'utilisateur d'introduire la seconde valeur, puisque notre tableau désormais ne contient qu'une seule valeur. Et à ce moment-là, l'utilisateur entre un 4 que nous allons stocker dans le tableau. Il introduit ensuite en dernière instance un 12 et nous allons avoir ce tableau. Puisque nous avons effectivement bien les trois valeurs souhaitées, nous avons construit notre tableau tel que nous l'avons souhaité et nous allons au final aboutir à un tableau qui contient les valeurs 7, 4 et 12 strictement positives. Nous voyons ici que tout au long de l'exécution de ce programme, la taille de notre tableau croît et décroît au gré de nos besoins. Donc c'est typiquement un cas où l'utilisation d'un tableau dynamique est particulièrement adaptée. Voyons maintenant comment tout cela se traduit sous la forme d'un programme Java. Les traitements montrés dans l'exemple précédent peuvent être mis en œuvre au moyen d'un petit programme Java ayant cette allure. Donc nous commençons par déclarer un tableau dynamique d'entier. Comme nous ne pouvons pas créer de array list de type int, de type élémentaire, nous utilisons le type integer. Notre tableau dynamique s'appelle vect et il est initialisé comme un tableau dynamique vide. Donc au final, la variable vect contiendra la référence à un tableau dynamique vide d'entier. Nous demandons ensuite à l'utilisateur combien de valeurs il veut introduire dans son tableau et nous saisissons la taille voulue par l'utilisateur pour le tableau au moyen d'une interaction clavier. Nous demandons ensuite à l'utilisateur de saisir les différentes valeurs pour remplir le tableau et donc pour cela nous allons utiliser une boucle puisqu'il va introduire potentiellement plusieurs valeurs. La boucle est telle que tant que la taille actuelle du tableau n'a pas atteint la taille voulue, alors nous continuons à boucler. À chaque itération de la boucle, nous allons demander à l'utilisateur de saisir une des valeurs du tableau. Mais quelle valeur précisément? Donc ici, nous voulons indiquer à l'utilisateur l'indice de la valeur à saisir. Supposons que l'état de remplissage du tableau soit le suivant. Donc à ce moment-là, vect.size vaut 2. Et le dernier élément a pour indice 1, c'est-à-dire vect.size moins 1. Ce qui signifie que la prochaine valeur du tableau que nous voulons saisir a bien pour indice vect.size et c'est ce que nous retrouvons ici. Donc ici, nous allons demander à l'utilisateur d'entrer la valeur qui est à la position vect.size, qui va occuper la position vect.size. La valeur à mettre dans le tableau, potentiellement, est à nouveau saisie via une interaction clavier, et c'est à ce moment que l'on commence à tester les différents cas pour adhérer aux différentes conventions exposées dans l'exemple de déroulement précédent. Une des conventions que nous voulions mettre en œuvre est que si la valeur introduite par l'utilisateur est négative, cela voudrait dire que nous voulons supprimer le dernier élément introduit dans le tableau. Donc concrètement, nous allons utiliser la méthode remove pour réaliser cette suppression. Et à ce moment-là, il faudrait supprimer l'élément, le dernier élément du tableau, l'élément d'indice vect.size-1, tel que nous l'avons vu ici. Cela étant, il faut prendre une précaution. Nous ne pouvons procéder à cette suppression que si le tableau dynamique n'est pas vide. Et donc, nous devons combiner ce premier test avec un second test qui va tester si le vecteur, le tableau dynamique, est vide ou non. Donc, nous n'allons procéder à la suppression que si la valeur est négative et que le tableau n'est pas vide. Le fait qu'il soit vide est testé avec la fonctionnalité isEmpty. Le fait qu'il ne soit pas vide est exprimé par la négation ici.
Si la condition exprimée ici n'est pas vérifiée, nous devons procéder ensuite à d'autres tests. Nous avions vu que nous voulions adhérer à la convention que si l'utilisateur introduit la valeur 0, cela signifie que nous voulons vider le tableau. Donc nous procédons à un test alternatif ici. Le fait de vider complètement un tableau dynamique se fait au moyen de la fonctionnalité clear. Donc ici, simplement, si la valeur introduite par l'utilisateur est nulle, alors on vide complètement le tableau. Sinon, si nous atteignons ce stade de l'exécution, cela signifie que soit la valeur introduite est strictement positive, soit le vecteur est nul. Il n'est donc pas strictement garanti que la valeur introduite soit positive, il faut donc le retester. C'est ce que nous faisons ici. Si c'est le cas, si la condition est vérifiée, nous pouvons alors ajouter la valeur à notre tableau dynamique, et ceci se fait au moyen de la fonctionnalité add. Donc nous allons itérer ces traitements tant que le tableau dynamique n'a pas atteint la taille souhaitée par l'utilisateur. Remarquons ici un point assez important. Nous avons construit notre tableau, nous l'avons déclaré en utilisant le type évolué integer. Ceci signifie que dans notre tableau, nous n'avons pas directement des valeurs entières, comme ceci, et comme je l'ai montré très schématiquement dans le déroulement de l'exemple, mais pour être tout à fait exact, nous avons dans le tableau des références vers des entiers. Donc ici, la situation serait la suivante. Donc ici, à la position 0, nous aurions une référence vers une zone mémoire contenant 12 et non pas directement la valeur 12. Comment se fait-il dans ce cas que nous ayons directement pu introduire une valeur de type int dans le tableau comme nous avons fait ici? En effet, puisque notre tableau a été déclaré comme contenant des integers, nous nous attendons à ne pouvoir ajouter à ce tableau que des valeurs strictement du même type et donc pas directement un entier, mais une référence vers un entier, ce que pour l'heure nous ne savons pas exactement construire ou initialiser. Nous avons cependant pu introduire directement un int. Alors ceci est permis grâce à la conversion automatique qui se fait entre les types de base et les types évolués correspondants. Donc en réalité, lorsque nous exécutons cette instruction, ce que nous introduisons dans le tableau n'est pas directement la valeur val introduite par l'utilisateur qui, elle, est de type int, mais nous introduisons dans le tableau un integer qui est une référence vers la valeur val. Et tout ceci se fait de façon complètement automatique et transparente. Nous n'avons pas à nous préoccuper de cette conversion. Donc, grâce à cette conversion automatique, il devient complètement naturel de pouvoir travailler également avec des tableaux dynamiques d'entiers, de doubles ou de type de base. La seule précaution qu'il est indispensable de prendre est qu'au moment de la déclaration du tableau, il faut absolument le déclarer en utilisant le type évolué correspondant. Cette conversion automatique entre un type de base et un type évolué correspondant est ce que l'on appelle en termes techniques l'autoboxing. Nous avons vu qu'un ArrayList ne peut contenir que des éléments de type évolué. Examinons pour finir l'incidence que cela a sur la comparaison des éléments d'un tel tableau. À la première instruction, je vais avoir une conversion automatique d'une valeur de type de base en une valeur de type integer. Mais ce que je vais en réalité ajouter dans mon tableau dynamique, ça n'est pas directement la valeur 2000, mais une référence vers cette valeur. Donc je me trouve dans une situation en mémoire qui est la suivante. Donc ici, j'ai stocké dans mon tableau non pas directement la valeur de 1000, mais son adresse. Donc lorsque j'exécute la seconde instruction, c'est exactement la même situation qui se produit, sauf qu'à ce moment-là, j'ai deux références. Il se trouve que ces références ont un contenu similaire, mais elles ont été créées par deux adds distinctes, et à ce moment-là, il s'agit bien de deux zones mémoire distinctes, différentes. Donc ici, si je souhaite comparer le contenu de la première entrée du tableau avec la seconde, par une tournure de cette nature-là, le résultat de l'exécution de cette instruction va être en réalité false. Pourquoi? Parce que j'ai bel et bien affaire à deux zones mémoire distinctes et donc il ne s'agit pas du même emplacement et la comparaison va retourner false. S'il m'intéressait de comparer plutôt les contenus, alors comme pour les chaînes de caractères, je ne dois pas recourir à un test d'égalité avec égal, mais plutôt avoir recours au test d'égalité avec equals. Donc on accède au premier élément du tableau qui est un integer et on applique sur cet élément la méthode equals pour le comparer.
au second élément du tableau. Et ici, le résultat de l'exécution de cette instruction sera bel et bien true, car les valeurs sont identiques. Les valeurs pointées par les références sont identiques.